Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cards and News. Et ce mois-ci, il y a vraiment beaucoup de dingueries dont il va falloir qu'on discute. Les petites vidéos actu, j'adore ça. J'espère que vous aussi. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la petite cloche et surtout à mettre un petit like à cette vidéo si les actus vous ont plu. Et juste avant de démarrer ce mois très riche, n'oubliez pas que cette chaîne est en partenariat avec le site internet The Cards Adventure. N'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. Ils ont vraiment des tarifs très intéressants. Ça y est, les dates du prochain CDF sont tombées et retenez-les bien, le samedi et le dimanche 18 et 19 mai prochains. Ça aura lieu à Caen et la dernière fois que j'ai regardé, près de 2000 places sur 2500 ont déjà été vendues. Le lundi 20 mai étant férié, ce CDF sera peut-être propice à des nouveaux records. Pour information, sachez que la salle sera ouverte dès le vendredi 17 mai à midi pour que vous puissiez participer à des public events ou tout simplement pour répondre à vos questions avant le jour J. Mais ne refermons pas cette page compétitive tout de suite, parce que juste avant le CDF, vous pourrez vous rendre à partir du 21 mai à Dunkerque pour le tout premier French Open. Avec 850 places de disponibles, c'est le plus gros tournoi européen avant le CDF. C'est un événement d'une envergure sans précédent, détrônant même les WCQ en termes de nombre de places. Ce pré-CDF sera donc l'idéal pour vous entraîner avant le grand championnat national. Et franchement, quelle fierté de voir qu'avec une communauté de plus en plus impliquée et grandissante, Yu-Gi-Oh se développe vraiment bien en France. Ça fait très plaisir. Alors je ne m'attendais pas du tout à inaugurer une catégorie insolite pour ces vidéos news, mais là je crois qu'il va vraiment falloir le faire. Hello Kitty et Yu-Gi-Oh! Les deux univers n'ont rien à voir. Et pourtant, chez McDonald's, ils ont décidé de copier les Pikachu Poncho pour nous donner ça. Franchement, je pensais pas dire ça un jour, mais je les veux tous. Malheureusement, si vous voulez vous les procurer, pour l'instant, il faudra vous rendre en Belgique ou alors débourser un bon billet sur les comptes Vinted qui en proposent à la vente. Prions pour que ça arrive en France bientôt, et si c'est ça, je pense que je vais aller me commander une dizaine d'Happy Meal, moi. On va maintenant rentrer dans un très gros chapitre de cette vidéo consacré au corset principal de cet été, Infinite Forbidden. Un nouvel archétype et des one-off plutôt intéressantes ont été annoncés. Entrons dans le cœur des spoilers. On va commencer doucement avec une petite sélection de ma part de 3 one-off sur 5 qui ont été annoncés. Elles se feront peut-être d'ailleurs remarquer dans un avenir proche. Phobos Kobos, l'hérétique, va devenir la première X6 du nouveau type de monstre, Illusion. Après Chimère pour les cartes violettes, place à Phobos pour les cartes noires. X6 générique de rang 4, elle nous permet de cibler un monstre contrôlé par l'adversaire et d'annuler ses effets. C'est tout? Bien sûr que non. Si ce monstre a combattu ce tour, en bonus, on va tout simplement en prendre le contrôle. C'est jusqu'à la fin du tour, bien sûr. Cet effet est un effet rapide si un monstre illusion lui est attaché comme matériel. Et surtout, si cette carte combat un monstre, aucun des deux n'est détruit par ce combat. Je pense que certains d'entre vous l'auront compris, c'est une petite dinguerie quand même. On va pouvoir volontairement attaquer un monstre gênant de l'adversaire pour ensuite en prendre le contrôle. Pas mal. Autre type de carte, une nouvelle pendule, Deceive Blaster, l'incomparable tourelle. Comme avec Naimlaria, on a vraiment un renouveau des pendules. Elles peuvent tout simplement se jouer comme des one-off, en extender, et faut avouer que ça fait plutôt du bien à ce type de carte, plutôt détesté de la communauté. On va donc commencer avec son effet pendule. On va pouvoir annuler toutes les cartes et effets dans la même colonne que cette carte. Ensuite, au niveau de l'effet de monstre, si une colonne ne contient aucune carte, on va pouvoir l'invoquer spécialement depuis notre main. Tant qu'elle est là, on va annuler toutes les cartes et effets dans la même colonne qu'elle. Et si jamais cette carte dans notre zone monstre est détruite, on va pouvoir tout simplement la replacer dans notre zone pendule. Franchement, bien placé, bien joué, ça peut être vraiment pas mal. Je sais pas pourquoi, mais tout de suite, l'idée me vient de caler ça dans un deck monarque. Pourquoi pas, ça fait un matos à sacrifice, et surtout, ça permet de temporiser les effets qui pourraient nous empêcher de jouer nos gros monstres. Voilà, après, on verra en application, je cale ça là. Après les bigous et les cartes noires, passons maintenant aux cartes bleues, bien sûr, les liens. Espèce assez rare dans le jeu, on va avoir le droit à une nouvelle lien 5. Et elle mérite qu'on s'y intéresse pour le coup. Illumistril, l'arbre-monde astral. Il est suffisamment puissant pour qu'on soit restreint au contrôle d'une seule copie à la fois. Sinon, il a un effet permanent plutôt broken qui nous dit qu'à chaque fois que l'adversaire va invoquer spécialement un monstre, on va gagner des points de vie égaux à l'attaque d'origine de ce monstre. Et une fois par tour, en effet rapide, on va pouvoir payer des points de vie par multiple de 1000, maximum 3000 avec cet effet, et cette carte va gagner un montant d'attaque égal. Honnêtement, ça, dans un petit deck aromage avec les nouvelles cartes qui arrivent, il y a moyen que ce soit une pépite. Passons maintenant au nouvel archétype annoncé dans ce corset, les Finesmith. C'est ceux qui me hype le plus derrière Exodia, je vous avoue. Traduit littéralement, ça donne les démons forgerons. On va donc s'en tenir à la version anglaise. J'ai eu beaucoup de mal à vous faire une sélection parce que tout était intéressant, honnêtement. C'est pour ça d'ailleurs que je fais une petite parenthèse. Si vous voulez avoir les informations les plus complètes et neutres possibles,
allez surtout sur le site de The Cards Adventure, j'écris des petits articles sur leur blog, et justement, il y a des versions papier de ces vidéos Card News, n'hésitez pas à les checker. Mais bon, bref, j'ai quand même réussi à vous faire un petit top 5 de ces fameux démons. Commençons avec le Finesmith. Ouais, le gars représente l'archétype entier. Qu'est-ce qu'il y a? Son premier effet nous prouve qu'il sera très certainement la one card combo du deck. On va pouvoir tout simplement le défausser pour pouvoir aller tuto directement depuis notre deck à notre main, une magie ou un piège Finesmith. Deuxièmement, on va pouvoir cibler une carte d'équipement Finesmith qu'on contrôle et un monstre sur le terrain et les envoyer au cimetière. Et enfin, si cette carte est dans notre cimetière, on va pouvoir mélanger un autre monstre démon lumière depuis notre terrain dans notre deck ou notre extra deck pour le respect. Vous l'aurez compris, ce sera très certainement le starter du deck à jouer en 3 exemplaires, mais c'est que le début. On va continuer avec les monstres, mais cette fois-ci, on va se rendre dans l'extra deck avec Requiem Finesmith. C'est une lien 1 qui nous permet, durant la main phase, en effet rapide, de la sacrifier pour invoquer spécialement un monstre Finesmith depuis notre deck ou notre main. À part ça, on va pouvoir cibler un monstre non lien lumière démon qu'on contrôle, lui équiper cette carte comme une magie d'équipement depuis notre terrain ou notre cimetière, et ça va tout simplement le booster de 600 points d'attaque. Vous comprendrez la logique des équipements dans 2 cartes, c'est promis. On va passer une petite vitesse avec la lien 2 de l'archétype Sequentia Finesmith. Durant la main phase, elle nous permet d'invoquer par fusion un monstre depuis notre extra deck, en mélangeant les matériaux mentionnés directement depuis notre cimetière dans le deck. Comme son petit frère Requiem, on va pouvoir cibler un monstre démon lumière qu'on contrôle et lui attacher comme une magie d'équipement. Ça va lui donner l'effet suivant, le monstre équipé ne peut pas être ciblé avec des effets de cartes. Cette notion d'équipement va vraiment rentrer dans une autre dimension à partir de la prochaine carte. Et c'est tout de suite, c'est le boss du deck, Dairae Finesmith. Chose assez rare pour que je vous le précise, cette carte réclame le Finesmith, la première carte qu'on a vue, plus 2 autres monstres démons. Premier effet rapide, cette carte va pouvoir negate les effets d'un nombre de cartes face recto sur le terrain, égal à la classification lien des monstres qui lui sont équipés. Traduction, si vous prenez les 2 cartes précédentes, lien 1 et lien 2, ça fait classification 3, il y a donc 3 cartes à negate. Et si jamais cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, on va pouvoir cibler un monstre démon dans notre cimetière, le remélanger dans le deck ou l'extra deck et tout simplement envoyer une carte sur le terrain au cimetière. De la gestion d'effets et de ressources dans un même boss, ça prouve que c'est lui le papa du deck. Pour terminer, on va parler d'une magie normale, Tractus Finesmith. Et croyez-moi, ça aussi c'est une one card de combo. Elle nous permet tout simplement d'aller tuto un monstre démon lumière depuis notre deck à notre main, puis de défausser une carte. Typiquement, on a un accès ultra simplifié au démon de la majesté, je pose ça là. Et en dehors de ça, on va pouvoir bannir cette carte depuis notre cimetière, et invoquer par fusion un monstre Finesmith depuis notre extra deck en utilisant des matériaux depuis notre main ou terrain. Cette carte sera donc clairement la MVP du deck. De la tuto, plus une fusion et le même tour, parce qu'il n'y a pas de restriction, franchement, c'est très très fort. Pour finir avec les annonces à retenir de ce corset autour d'Exodia, sachez que 7 nouvelles cartes poupées truquées ont été annoncées et je sens déjà certains avoir le poil qui s'irrisse au nom de cet archétype. Cette partie étant déjà assez longue, je vais rapidement vous présenter les 3 cartes principales selon moi. Pour commencer, il y a le petit soldat poupée truqué qui va grandement faciliter l'accès au X68 du deck. Lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement, on va pouvoir envoyer un monstre poupée truqué avec un niveau différent depuis notre deck au cimetière et le niveau de cette carte deviendra tout simplement celui de la carte envoyée par cet effet. Sinon, on va pouvoir tout simplement bannir cette carte depuis notre cimetière, cibler 2 monstres poupées truqués qu'on contrôle et augmenter leur niveau de 4. Bien sûr, c'est jusqu'à la fin du tour, mais vous avez compris que tout ça, c'est pour simplifier les Xyz. Et ce ne sera pas le seul monstre à faire ça, loin de là, parce qu'on va aussi avoir la poupée truquée, poupée sanglante. Si cette carte est dans notre main, on va pouvoir révéler un monstre poupée truquée Xyz depuis notre extra deck. On va pouvoir invoquer cette carte et aussi un monstre poupée truqué qui a le même niveau que le rang du monstre Xyz révélé précédemment. Et si jamais cette carte est envoyée au cimetière excepté depuis la main, on va pouvoir tout simplement la récupérer directement à notre main. Donc en plus, elle se recycle. Enfin, la pire carte qu'on puisse imaginer pour tout adversaire qui va avoir affaire à ce deck vient d'être annoncée. Il s'agit d'une nouvelle magie de terrain, le manoir des poupées du monde souterrain. Alors écoutez bien, parce que quand je l'ai lu pour la première fois, j'ai vite vu le problème. Premier effet, à la résolution de l'activation de cette carte, on va pouvoir les tuto un monstre poupée truqué depuis notre deck à notre main. Deuxièmement, les monstres poupées truqués qu'on contrôle ne peuvent pas être détruits au combat, et aussi ils ne sont pas affectés par les effets activés des monstres non Xyz de notre adversaire. Ça déjà, c'est broken, mais le pire, c'est qu'une fois par tour, on va pouvoir détacher un matériel d'une Xyz qu'on contrôle, cibler un monstre poupée truqué dans notre cimetière, et l'invoquer spécialement en position de défense sur le terrain de notre adversaire. Alors je sais pas moi, qu'est-ce qui pourrait me venir à l'idée comme ça? La poupée truquée cauchemardesque?
peut-être. En plus, elle a été reprint récemment dans les batailles de légende chapitre 1. Merci Konami. J'espère vraiment que le deck ne va pas revenir en masse avec ce support, sinon quel enfer. Si les autres cartes autour de cet archétype vous intéressent, comme d'habitude, rendez-vous dans la description. Bref, c'était les informations principales du prochain corset Infinite Forbidden. Pour rappel, notez dans votre calendrier que cette extension arrivera le 18 juillet prochain chez nous. Vous connaissez peut-être mon intérêt et mon amour pour les sets des duellistes légendaires. Mais une fois de plus, j'ai bien été régalé, merci Konami, j'ai bien mangé, ils m'ont servi les duellistes de la brillance. Un nouveau booster qui va apporter du support pour les archétypes Farstar et Tachyon. À l'intérieur, on va retrouver 53 nouvelles cartes, dont 5 ultra rares. Et très certainement une gosse, ça n'a pas été annoncé, mais c'est un petit peu les habitudes qu'on a depuis les duellistes légendaires, la rage de rat. Avec un 6e attribut ajouté à la liste des duellistes légendaires, il n'en manque plus qu'un avant qu'on ait fait le tour, il s'agit de l'attribut divin. Il manque à l'appel, et avec le support qu'on va nous servir autour d'Exodia, peut-être que cette année ou l'année prochaine, on aura des petites boîtes autour des dieux égyptiens manquants, c'est-à-dire Obélisque, et surtout Slifer. Donc l'année 2025 sera-t-elle celle des dieux égyptiens? Écrivez-moi un petit peu vos théories dans les commentaires, j'ai hâte de lire ça. En tout cas, il y a de fortes chances pour que les prochains mois nous réservent de belles surprises. Aucune date n'a encore été annoncée en TCG, mais c'est prévu au Japon pour le 25 mai. En rajoutant quelques mois, on peut se dire que ce sera vers juillet, août, dans ces eaux-là à peu près. Pour terminer cette vidéo, je vous ai gardé bien évidemment le meilleur pour la fin. Les premiers détails concernant les Teen Box de cette année 2024 sont tombés. Appelés Miroir de duel en hommage à l'affrontement entre Yugi et Kaiba, ces nouvelles Teen Box vont contenir un paquet de raretés inédits. Konami a décidé de complètement supprimer les basses raretés, exit les rares, c'était un peu embêtant en même temps, et à la place, ils ont tout simplement décidé de nous inclure 3 Quarter Century par boîte, c'est-à-dire 1 par booster. 8 sets principaux et secondaires vont être réimprimés dans ces MP24. On va donc retrouver à l'intérieur, et désolé, je vais devoir lire mes notes, le pouvoir des éléments, Hypernova Photon, accès à la cybertempête, le Nexus du duelliste, l'ère du Seigneur suprême, le labyrinthe du souvenir, les incroyables défenseurs, et les survivants sauvages. C'est une liste très hétéroclite, mais elle laisse supposer des reprints de grande qualité et qui risquent d'être vraiment bangers. Les archétypes âme du vainqueur, Mikanko, Horus et œil de serpent risquent de se retrouver avec des ups de rareté, et des grosses staples comme pousser des triples tactiques, Kurikara, Ange du Chaos, ou encore même Diable Star vont peut-être être réimprimés. Cette team sera donc la plus ambitieuse depuis plus de 10 ans en termes de reprint, rareté, mais aussi de nombre de cartes composant son set. Durant cette décennie, les Teen Box contenaient en moyenne entre 230, 240, voire 250 cartes dans leur set principal. Je suis allé comparer grâce à Card Market, je vous laisse juste ici un petit récapitulatif, je vous laisse mettre sur pause si ça vous intéresse, mais il faut vous dire vraiment que c'est une teen gigantesque. On n'a jamais eu autant de cartes dans un seul set de teen, en tout cas ces 10 dernières années. Et en plus de tout ça, parce que oui, il y a encore des dingueries en réserve dans le chargeur de cette boîte, 50 Quarter Century différentes seront disponibles dans l'extension, dont de nombreuses qui seront des versions alternatives avec de nouveaux artworks des cartes les plus emblématiques du jeu. Le dragon noir aux yeux rouges, la magicienne des ténèbres, le plumeau de Damarpi, Raigeki, tous les morceaux de l'histoire de Yu-Gi-Oh! Vont se refaire une petite beauté dans ces teens. Pour finir, sachez que chaque boîte contiendra très exactement 3 Quarter Century, 3 secrets prismatiques rares, 9 ultra rares et 24 communes quand même. Vous êtes prêts à faire chauffer les cartes bleues ou péter le PEL? Et bah dans ce cas-là, rendez-vous le 19 septembre prochain. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que toutes ces actus vous auront plu. N'hésitez surtout pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires laquelle était votre préférée, celle qui vous a le plus surpris, etc., etc. Moi, justement, j'aime bien faire ça en fin de vidéo, en bilan, tout simplement parce que je vous avoue que là, je sais plus trop où donner de la tête. Il y a beaucoup trop de dingueries dans ce mois qui ont été annoncées. L'info qui m'a le plus étonné, bien sûr, c'est les teens. Bien sûr, on en attend une chaque année. Mais là, je vous avoue quand même, elle est bien chargée, celle-là, mine de rien. Et mon info préférée, je vous avoue que c'est tout simplement le French Open. Cette annonce, c'est pas anodin, ça prouve que la communauté se développe, que les gens aiment Yu-Gi-Oh!, qu'on est de plus en plus nombreux, et ça fait forcément plaisir de partager sa passion avec une communauté aussi importante et grandissante. Voilà, c'était la petite touche sentimentale pour terminer cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Rendez-vous comme d'habitude tous les dimanches à 18 h, et sinon, à chaque fin de mois, comme d'habitude pour votre petite vidéo actualité, les Cards & News. À très bientôt, c'était Slifer.